Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Une nouvelle invitée m'a rejoint. Youssouf Diaby, vous êtes membre du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Porte-parole êtes-vous de l'ancien ministre ivoirien Charles Blé Goudé en liberté conditionnelle depuis quelques mois. Merci. Merci beaucoup. De nous avoir rejoint. L'ancien président Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle et qui a repris en main la présidence de son parti, le FPI, Soro Guillaume qui dit non au RHDP pour des raisons idéologiques. Le PDCI du président Henri Konan Bédié qui continue de vivre une véritable saignée. Le dernier départ en date est celui du président du Sénat et ancien Premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio. Quels sont aujourd'hui les rapports de force politique à un peu plus d'un an de la présidentielle de 2020? On en parle après ce reportage signé Olivier Konan, un de nos correspondants en Côte d'Ivoire. Vers une recomposition du paysage politique en Côte d'Ivoire, pouvoir et opposition se préparent pour l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, continue d'enregistrer les défections depuis sa rupture en 2018 avec la coalition au pouvoir du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Dernière défection de taille, celle de Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat. Les partisans du chef de l'État Alassane Ouattara sont prêts à le soutenir s'il brigue un troisième mandat ou s'il désigne une autre personnalité. Notre boussole, c'est le président Alassane Ouattara. Et quand la boussole nous montre le chemin, le chef de file, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que je tiens à remercier pour sa clairvoyance, pour sa fidélité, sa loyauté et surtout sa constance de tous les temps auprès du président de la République. Dans le camp du PDCI, on prépare une plateforme de l'opposition dans laquelle le FPI, Front populaire ivoirien, de l'ex-président Laurent Gbagbo, aura un rôle important. L'acquittement de ce dernier dans son procès à la Cour pénale internationale l'a remis dans le jeu politique. C'est une entente, nous y travaillons, et les négociations se font dans un climat de sérénité, parce que nous sommes tous d'accord pour que le pouvoir change en 2020. Nous sommes d'accord sur ce fait-là. Les autres partis de l'opposition se regroupent afin de peser sur les débats à l'instar du groupement des partenaires pour la paix. Après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro est poussé par ses partisans à se présenter à l'élection présidentielle. Même ambition pour de nouveaux acteurs qui appellent à un renouvellement de la classe politique. Nous avons les mêmes classes politiques, les mêmes dirigeants politiques, et nous constatons que les ethnies sont affiliées à ces dirigeants. Ça fait qu'aujourd'hui, nous ne voyons plus de vrais patriotes en Côte d'Ivoire. Donc nous venons en tant que centristes, nous ne sommes ni à gauche ni à droite, pour prôner le vrai patriotique en Côte d'Ivoire et surtout le vivre ensemble et la paix pour tous les Ivoiriens. 2020 s'annonce comme une année décisive pour la Côte d'Ivoire. Les partis politiques de la mouvance au pouvoir et de l'opposition sont déjà engagés dans les grandes manœuvres afin de conserver ou conquérir le pouvoir d'État au terme de l'élection présidentielle très attendue d'octobre 2020. Youssouf Diaby, très rapidement, vous vouliez absolument dire un mot par rapport à la question de la réforme de la CEI, très rapidement. Oui, très rapidement. Les rapports de force politique. Vous voyez, un jour, j'étais allé voir le ministre Charles Blé Goudé à la CPI. Oui. Ainsi, je parlais avec le ministre qui était inquiet beaucoup. Et je lui disais ainsi, monsieur le ministre, que se passe-t-il? Il me disait, non, monsieur Diaby, mon problème, c'est que depuis 1960, la Côte d'Ivoire n'a pas encore connu, allez-y très rapidement, notre pays, la Côte d'Ivoire n'a pas encore connu un passage d'un président sortant vers un président élu. C'est toujours en 1993 le problème de l'article 11 entre le président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, le coup d'État entre Guy Robert et le président Bédié. Oui. Le président Ouattara arrive par bombardement et tous ces problèmes sont posés parce que nos pays ne sont pas dotés d'institutions fortes. Oui. La commission électorale indépendante doit être dirigée par des personnes crédibles en Côte d'Ivoire et on en a, non pas par les partis politiques. Youssouf Bakayoko n'est pas crédible. Et nous, la crédibilité d'un homme, un arbitre qui a déjà une partie ne peut pas être crédible. Et le ministre Charles Blé Goudé le disait, quand on est sûr de soi, on s'entraîne pour gagner une élection. On ne dit pas que tout est déjà bouclé. Quand on dit c'est bouclé,
c'est bouclé par rapport à quoi? Par rapport à des institutions qu'on ne fait pas confiance. En France, ici, les élections, les résultats sont donnés à 20 h et on y croit. Au Ghana, tout près de nous, au Bénin, tout près de nous, et même au Cameroun, les élections sont données sans contestation. Donc nous voulons que notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse vraiment un jour nous donner les résultats à partir des 20 h et qu'on ait confiance à l'institution. Et en Côte d'Ivoire, il y a des personnes en qui on peut avoir confiance. L'opposition actuelle, le RHDP, quand le président Laurent Gbagbo était là, c'est eux qui ont dit à Laurent Gbagbo que l'Institut national des statistiques n'est pas crédible. Et qu'il fallait remplacer cela par la SAGEM. La SAGEM qui était une structure importée depuis la France et dans les autres pays. Et c'est eux, normalement, aujourd'hui, qui devraient vraiment faire le combat pour donner la crédibilité de l'institution. Vous partagez effectivement avec l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens la nécessité de réformer profondément la CI pour que celle-ci soit... C'est ça, la nécessité réelle de faire une refonte totale de la CI et du découpage électoral. Parce que quand je prends la région de monsieur le ministre Eikae, le Guémont, qui fait 913 000 habitants avec 7 députés, et ma région, la région du Kabadougou, on a 193 000 habitants avec 7 députés. Vous voyez le découpage électoral. Il est désavantagé, sa région est désavantagée. Il est très désavantagé. Non seulement sur les ratios. C'est un exemple qui fait plaisir. C'est un exemple. Et même dans le Nord, en Côte d'Ivoire. Ça devrait faire plaisir aux Ivoiriens et la démocratie, pas la personne. Vraiment. Y compris la démocratie électorale. Monsieur le ministre, je l'ai dit, vous êtes un homme d'expérience. Vous avez vu en relief votre pays dans ses expériences politiques. Nous sommes à quelques mois de cette présidentielle. Vous voyez aujourd'hui le paysage politique ivoirien se défaire. Comment vous positionnez-vous? Vous êtes le vice-président de l'EDS. Comment vous vous positionnez? Avec qui? Disons les choses clairement, les Ivoiriens ont besoin de savoir. Ce qui nous intéresse à EDS, vous savez, EDS, c'est ensemble pour la démocratie et la souveraineté. D'accord. Vous êtes avec qui? Non, nous ne sommes avec personne, nous sommes avec nous-mêmes d'abord. D'accord, oui. Et nous avons un outre le fait que vous êtes avec vous-même d'abord. Nous avons un référent politique qui s'appelle Laurent Gbagbo. Et nous sommes avec nos idées. C'est-à-dire il faut qu'on arrête de faire la politique en Côte d'Ivoire sur des balles de tribalisme. Parce que quand vous voyez aujourd'hui des discours, regardez, vous êtes un grand journaliste, regardez les reportages sur Africa 24. Tout le monde s'en va dire, je vais parler à ma région, je suis venu voir mes parents, je suis venu voir ceci. Il n'y a pas de projet de société. Nous voulons construire une Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo avait créé le FPI, il avait dit, on va appliquer le problème de la refondation. On n'a jamais été aussi dans la nécessité de la refondation que maintenant. D'accord. C'est très important ce que vous dites, monsieur le ministre. Quand tout a été détruit, qu'il faut refonder les structures. En tant que président d'un parti politique qui s'appelle l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, notre priorité va d'abord aux objectifs et aux projets de société. On sait quand vous avez le projet de société, quand à l'intérieur de ce projet de société, vous vous retrouvez avec des gens qui ont la même vision que vous et qui vont dans la même direction, vous allez éviter ce qui s'est passé tout à l'heure où des gens portent des gens au pouvoir par des armes et puis ensuite ils ne sont pas récompensés de ce qu'ils ont fait de leurs attentes. Nous voulons d'abord penser, nous, sincèrement, vous l'avez dit, vous êtes ensemble avec le... Nous voulons d'abord penser population ivoirienne. Nous voulons d'abord savoir quel est l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Avant de savoir avec qui nous allons défendre cet intérêt. Ok, mais vous savez, vous le savez déjà, le diagnostic est fait, vous connaissez les besoins des Ivoiriens. On est maintenant à la phase avec qui? Est-ce qu'on peut imaginer que EDS demande à Laurent Gbagbo de se porter candidat à la présidentielle de 2020? Le combat de EDS pour l'instant, c'est de faire en sorte que Laurent Gbagbo rejoigne la Côte d'Ivoire et participe à un des maillons essentiels de la construction de la Côte d'Ivoire, qui est la réconciliation. Parce que Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas réconcilié, qui est divisé, qui est déchiré, imaginez-vous le nombre de conflits dits intercommunautaires. Comme si le terme intercommunautaire créait en même temps le droit de tuer les gens parce qu'on est d'une communauté différente. On retient l'hypothèse que Laurent Gbagbo pourrait être candidat en 2020 en Côte d'Ivoire. L'hypothèse que vous devez retenir est la suivante. Laurent Gbagbo est un constructeur de paix. Laurent Gbagbo est un bâtisseur d'institutions et de pays. Laurent Gbagbo a un esprit républicain, il se bat pour un idéal républicain assez fort, qui lui vaut aujourd'hui l'admiration du monde entier, qui lui a valu l'acquittement à la CPI, alors que quelqu'un qui quitte le pouvoir sous les bombes, qui laisse donc à la disposition de ses adversaires tous les documents de gestion, se trouve acquitté. Laurent Gbagbo aujourd'hui
l'EDS attend de Laurent Gbagbo son retour en Côte d'Ivoire afin qu'il construise la réconciliation. Le message... Une fois que la réconciliation aura été construite, le reste viendra après. Le message est très clair. Ahmed Fofana, très rapidement, je n'ai même pas encore posé ma question. Je disais que le président Ouattara, très tôt, a eu une vision plus... Là, vous répondez à quelque chose, vous avez Non, parce que je réponds un peu à... Ah, vous répondez à ce qu'a dit monsieur, allez-y. Je suis d'accord avec lui, pour une fois, parce que je disais que le président Ouattara a eu très tôt sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a parlé de tribalisme. Je suis tout à fait d'accord avec lui, parce qu'aujourd'hui, tous les partis aujourd'hui sont étiquetés. Quand vous prenez le RDR, on vous parlera du Nord. Quand vous prenez le FPI, on vous parlera de l'Ouest. Et Ouattara a dit quoi? Il faut aller au-delà de ce clivage ethnique. Il faut créer une plateforme politique. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés à RHDP. Aujourd'hui, la RHDP est la seule plateforme aujourd'hui où on ne peut pas étiqueter sur une seule ethnie. Aujourd'hui, il y a... Vous avez... C'est vrai que le RHDP a remporté les dernières régionales avec 60% des suffrages exprimés. Et nous avons aujourd'hui une assise nationale partout en Côte d'Ivoire. Même le PDCI n'a pas pu faire mieux. Le PDCI, il y a des localités où le PDCI n'a pas pu présenter des candidats. Mais le RHDP était la seule plateforme qui a présenté des candidats partout en Côte d'Ivoire. Et nous disons que le président Ouattara a eu une vision claire pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, en ce qui concerne la recomposition de la vie politique... Non, la question c'est, on le voit, je l'ai dit, le PDC connaît une véritable saignée, beaucoup de défections, mais on connaît aussi le rapport difficile qu'entretient le président Henri Konan Bédié avec son jeune frère, pour ainsi dire, le président Alassane Ouattara. Le divorce est consommé, on est d'accord. Et vous pensez aujourd'hui, avec un Soro Guillaume ambitieux qui veut lui aussi aller au charbon, le RHDP, dans sa forme actuelle, peut aller à la présidentielle de 2020 sans aucune alliance et la remporter. Nous nous gardons une certaine sérénité. Vous savez, la seule alternance, la seule plateforme qui a perduré dans le temps, 14 ans d'existence en Afrique subsaharienne, qui a été un exemple, c'est le RHDP. Parce que toutes les plateformes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ailleurs, qui sont basées sur des ambitions personnelles, volent en éclat. Le RHDP va au-delà de cela. Nous ne sommes pas basés sur des ambitions personnelles. Depuis la création même du RHDP en 2005, le RHDP, c'est une plateforme qui a un avenir pour la Côte d'Ivoire, qui a des projets de société. Aujourd'hui, le ministre parlait des projets de société, mais qu'ils me disent, que ce soit l'EDS, que ce soit le FPI, que ce soit... Qui a proposé une offre politique en Côte d'Ivoire? Qui? Pas toutes les personnes. De Côte d'Ivoire, de quelle année? Maintenant, de la Côte d'Ivoire actuelle. Toutes les personnes qui parlent. Oui. Quelle offre politique, quelle offre politique ils proposent? Personne ne propose. Ils parlent que des ambitions personnelles. La seule plateforme qui propose une offre politique à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, c'est bien le RHDP. Le RHDP, dit-vous. Ouais. Et très rapidement... Non, au fait, à chaque fois que vous êtes avec moi, vous me dites très rapidement. Mais si c'est très rapidement, je préfère alors vraiment... Allez-y très rapidement. Vous êtes toujours dans la revendication. Allez-y, non, ce n'est pas la revendication. Allez-y. Vous voyez, je pense que le frère du RHDP, à mon avis, il a un problème avec la Côte d'Ivoire, avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a quelqu'un qui a introduit dans notre débat politique en Côte d'Ivoire le venin du tribalisme, c'est celui qui a dit « on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman et nordiste ». Et cet homme, c'est bien sûr Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, s'il y a quelqu'un qui a dit encore qu'il me faut faire un rattrapage ethnique dans l'administration ivoirienne, il s'appelle Alassane Ouattara. Alors, quand j'entends une personne qui, de surcroît, représente ce parti, qui dit que Alassane Ouattara est contre le tribalisme, mais je tombe des nues. Parce que vous avez toutes les nominations, quand vous parlez toutes les nominations en Côte d'Ivoire sont faites sur la base ethnique. Que vous prenez le Premier ministre, il est du Nord, que vous prenez l'armée, c'est le Nord. Tous les militaires de l'armée ivoirienne sont du Nord? Non, les chefs de commandement sont du Nord. Et que vous prenez la police, c'est le Nord. Tous les commandements de la police, de la gendarmerie et tous les maillons de l'Institut en Côte d'Ivoire sont du Nord. Donc je ne sais pas si ce monsieur il parle de la Côte d'Ivoire ou soit s'il parle de la Côte d'Ivoire étant en France, ça c'est un autre cas. Mais la Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait très bien que
on appelle, l'administration est devenue le Djoulabourou. Je suis du Nord, mais je le dis, c'est choquant, mais c'est la vérité historique. Et c'est la vérité que nous vivons en Côte d'Ivoire. Que nous voyons que l'administration ivoirienne est aujourd'hui occupée que par les nordistes à 80%. Vous avez la preuve de cette statistique. Vous avez la preuve de cette statistique, monsieur Diaby. La RTI, depuis l'avènement de Alassane Dramane Ouattara, c'est géré par... Bon, est-ce que la RTI a elle seule est représentative de l'ensemble de l'administration? On ne peut pas laisser M. Diaby. Non, on ne peut pas laisser M. Diaby dire des choses. Vous voyez, vous prenez la parole. Allez-y. Vous me laissez rapidement. Mais alors, qu'est-ce qui est aussi grave? S'il vous plaît. Vous lui répondrez après. Des choses qui sont aussi graves. Non, attendez. Je termine. Non, c'est lui qui termine d'abord. Ce n'est pas vous, c'est lui qui termine d'abord. Allez-y très rapidement. Merci beaucoup. Ça, c'est leur attitude, le RDR. Donc, ça ne m'étonne pas. Alors, ici, je peux vous donner des exemples flagrants sur beaucoup de cas. Non, mais vous êtes quand même dans l'essai. Vous êtes quand même dans l'essai. L'Assemblée nationale, c'est un nordiste comme moi. Quoi ça, l'Assemblée nationale? Le président, vous voulez dire? Le président de l'Assemblée nationale, c'est un nordiste. Vous prenez le président de la Cour suprême, c'est un nordiste. Vous prenez le président de la grâce, tout est nordiste en Côte d'Ivoire. Bon, et donc à 90%. Et après, on envoie souvent des petits baoulés, voilà, qui aujourd'hui sont fâchés. Parce qu'ils n'ont pas été je vous laisse la responsabilité de votre statistique. Moi, je vous laisse la responsabilité de votre statistique. Je n'ai pas d'éléments probants qui attestent la véracité des chiffres que vous avancez, mais on l'a bien compris. Allez-y très rapidement. Vous vouliez lui répondre très rapidement. Allez-y très rapidement. Très rapidement, je voulais dire que j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Quand j'entends des gens qui sont responsables d'un parti politique intellectuel et argumenter de la sorte, j'ai peur. C'est-à-dire que résumer tout au Djoulabou, à un rattrapage, mais j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas de ça que les Ivoiriens ont besoin. Les Ivoiriens aujourd'hui sur ce plateau, les Ivoiriens nous demandent quelle est l'offre politique que le COJER qui représente propose aux Ivoiriens. Quelle est l'offre politique que le COJER propose à la Côte d'Ivoire. Voilà. Quelle est l'ambition du COJER pour la Côte d'Ivoire? C'est ça le plus important. Qui doit être le plus important. Mais sinon, on veut parler du tribalisme. Ouattara, Gbagbo a fait pire que Ouattara. Alors on ne va pas faire on rentre pas dans cela. On rentre pas dans ça, mais nous disons, nous sommes là pour faire la proposition. L'offre politique que nous proposons aux Ivoiriens, nous disons. Dans l'administration ivoirienne, il n'y a que des Ivoiriens. À la tête des structures, à la tête des sociétés générales, à la tête des grandes directions, ce sont des Ivoiriens. Il n'y a pas dans l'administration de baoulés. On est d'accord avec ou pas, monsieur le ministre, vous qui avez été aux responsabilités, vous avez eu des collègues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. L'obligation de responsabilité amène souvent à tenir un discours qui soit un discours apaisant, qui soit un discours respectueux des autres. Oui. Sur ce plateau, on me dit, j'ai peur de ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas peur de ce que les gens disent, j'ai peur plutôt des faits. Les faits sont ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Et quand ils sont justement de façon si choquante. Quel fait? Vous parlez de quel fait? Mais quand vous me dites que dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a que des Ivoiriens, oui, il n'y a que des Ivoiriens. Dans l'administration ivoirienne, il n'y a que des Ivoiriens. Mais lorsque vous passez un coup, monsieur, et que sur la liste des admis, vous avez 90% de noms à consonance d'une seule région, les faits... Vous avez des preuves? Je propose... S'il vous plaît, je ne veux pas faire de ce débat. Je ne veux pas faire ce débat. Je n'ai plus le niveau de responsabilité tel que je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que quand on vous parle, par exemple, de localité, où il n'y a pas de candidats, justement, nous voulons des institutions qui ne puissent pas empêcher d'autres Ivoiriens d'exercer politiquement dans d'autres localités. Je veux pas qu'on marque une coup de pause. C'est la gravité, c'est la gravité de ce pays-là. Je veux pas qu'on marque une coup de pause. Là, quand on parle... Monsieur le ministre, oui, allez-y.